Il y a des moments dans la vie où tu as l'impression que tu es à la bonne place au bon moment. Ces mots, c'est les tiens, sous un post Instagram il y a quelques jours. Et moi, j'ai envie de savoir si actuellement, dans ta vie en général, tu te sens à la bonne place au bon moment. C'est intéressant que tu me dises ça et j'adore le petit clin d'œil parce que actuellement, j'ai envie de répondre d'abord oui. Là, actuellement, à ce moment-ci, je suis à la bonne place au bon moment parce que il faut savoir que je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à se trouver. J'ai eu un parcours académique normal, les études, l'école, les études, tout s'est toujours bien passé et on m'a toujours applaudi, bravo, tout se passe super bien, etc. Et on me le fait toujours remarquer, etc. Ce qui peut mettre la pression par la suite. Là, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes, c'est ça, surtout quand tout le monde te répète que tu excelles, alors on attend de toi que tu continues à exceller et que tu suives le chemin qui a l'air pertinent et cohérent avec ce que tu as fait avant. Et là, tout récemment, j'ai décidé de un peu sortir de ce chemin-là en arrêtant les études académiques, en allant vers ma passion, vers ce qu'il y a dans mes tripes, ce qui me fait vivre, ce qui me fait kiffer. Et donc moi, dans la vie, j'adore danser, j'adore créer, j'adore de manière plus générale prendre les images que j'ai dans la tête, les concepts que j'ai dans ma tête et les transcrire de toutes les manières possibles, visuellement, avec la danse, avec le corps. Et pour l'instant, je me lance là-dedans. Je me lance là-dedans à 100% et avec beaucoup d'inconnus, avec un petit peu d'angoisse, avec un peu d'appréhension, mais avec plein de passion. Et je pense que c'est ça, être au bon endroit. Top, c'est hyper courageux. Je suis assez admiratif de ces gens-là qui osent suivre leur passion. Il y a toujours un moment dans l'interview où je dois faire référence à Damso. C'est vrai que Damso, dans une interview avec Click, toujours les interviews de Damso avec Click, il fait référence à cette notion de passionné, tu vois. Genre tu te détaches de tout et tu suis ta passion. Donc je te lève mon chapeau à ce niveau. Tu dis tu parles un peu dans cette idée qu'au bout d'un moment tu suis le chemin qui semble tout tracé pour toi. Et alors tu arrives à un moment où finalement, est-ce que tu ne suis pas si tu ne suivais pas un peu ces études pour les autres, le chemin tracé, parce que les autres attendaient de toi que tu sois à cet endroit-là, plutôt que toi-même? Il y a de ça, il y a aussi, de manière générale, parce qu'il ne faut pas tout jeter non plus, de manière générale, je suis quelqu'un de très passionné, j'adore apprendre. Et d'ailleurs, dans les moments où je réfléchissais à ce que je voulais faire plus tard, je me disais en fait j'ai envie d'apprendre toute ma vie et j'ai envie de faire que engranger plein de connaissances et devenir la personne qui connaît tout sur tout quand je serai âgée, etc. Mais donc il y avait aussi de la passion, je faisais des études de logopédie et en fait je trouve que c'est un magnifique métier, je trouve que en fait il y avait beaucoup de psychologie, donc moi je trouve que la psychologie c'est quand même hyper intéressant, je pense qu'en fait il n'y a pas une personne sur Terre qui serait pas intéressée par ça. Donc il y avait aussi de la passion parce que je fais rien sans passion de manière générale, mais il y avait des choses que je trouvais plus justes par rapport à moi-même où en fait il y a des moments où tu sens que tu as l'impression que là tu vis vraiment, tout a du sens comme ça, c'est vraiment ce que je disais, et là et puis tu prends du recul sur la situation et puis tu te dis mais c'est beau là ce qui se passe, tu vois, et ces moments-là je les ai dans la création, etc. Et donc mais oui, c'est sûr, comme tu disais, il y avait le chemin qui était plus logique pour tout le monde. Et il y avait évidemment, essayer de répondre aux attentes des parents. Et puis même, je trouve aux yeux de la société en général, je trouve qu'en fait, choisir de prendre un chemin qui est un peu plus spécial, où on peut plus facilement remettre en question ta légitimité, etc., c'est compliqué parce qu'aux yeux de la société, c'est souvent plus... on te considère peut-être moins et on attend plus que tu prouves en fait de manière générale. Donc dans cette idée de suivre ta passion, il y a un de mes précédents invités qui disait que finalement il y a un artiste qui sommeille en chacun de nous. Tu es assez d'accord avec ce statement? Je suis totalement d'accord et je pense que c'est le conscientiser et c'est un gros travail de le conscientiser et même d'oser écouter ce côté-là parce que pour moi être artiste c'est savoir se rendre vulnérable. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très compliqué pour tout le monde et pour certains plus que d'autres. Et je crois que c'est vraiment ce truc-là.
je pense qu'on a tous quelque chose à raconter, on a tous la capacité de créer, de mettre en avant des émotions, des concepts, etc. Mais ouais, il faut savoir se rendre vulnérable. Et je pense que c'est ça le point qui est compliqué. Ouais. La danse dans ta vie, ça intervient à quel moment? La danse, ça intervient dès mes 3 ans. Ok, donc Ouais. assez précoce. Oui, c'est ça, dès mes 3 ans. Je sais pas, je pense pas que ce soit mes souvenirs. À mon avis, ça doit être une vidéo et donc du coup, j'ai l'impression que c'est un souvenir. C'était dans une petite salle de danse qui était toute petite à l'époque, avec des petits foulards, tous les petits enfants à 3 ans qui balançaient leurs foulards et on croyait que c'était incroyable. Et les parents applaudissaient comme si c'était une grande pièce. Et puis c'est des années et des années de formation, de cours, avec des moments où en fait on en a marre de la danse et des moments surtout quand on devient ado où en fait il y a des choses qui nous intéressent plus, alors qu'en fait avec le recul c'est pas très intéressant, les garçons, l'image des gens autour, etc. Et puis la danse c'est aussi c'est une redécouverte quand j'ai commencé à sortir un peu, en fait à devenir une jeune adulte. Et où en fait j'ai compris que c'était ça qui donnait du sens, c'est une grande phrase mais qui donnait du sens à ma vie, j'allais dire, et puis aujourd'hui c'est une ambition. C'est une ambition, c'est en ce moment tout ce qu'il y a dans ma tête est fort lié à ça. Et c'est un projet pour l'avenir aussi pour moi. En marge de cette interview, on a discuté un peu des différents thèmes qu'on pourrait évoquer. Et il y avait le féminisme. Et tu as dit qu'il y avait beaucoup de choses que tu avais remarquées dans ta condition de femme, que tu avais notées, parce que tu as eu une grosse période de réflexion et de construction, justement. Je me suis demandé comment, je me suis dit que c'était un topic hyper intéressant et je me suis demandé comment j'allais débuter cette interview avec le féminisme. J'ai essayé de réfléchir un peu. Je me suis dit, j'aime beaucoup les citations. Il n'y a pas une interview où j'ai pas de citation. Et je suis tombé sur une citation finalement qui est assez connue, qui est assez célèbre de Madame de Beauvoir. On n'est pas femme, on le devient. Je me suis dit, mais celle-là, on la voit partout. Je ne vais pas prendre cette citation, je ne vais pas commencer avec ça. Puis je pensais au fait que ces derniers mois, cette citation, elle m'avait quand même pas mal poursuivi. J'avais croisé partout, sur le fond d'écran d'une de mes meilleures amies, rien qu'il y a quelques jours sur Instagram en me promenant. Et puis j'ai pensé au fait que justement, toi, c'est une période que tu as eu cette réflexion justement au niveau de ta condition de femme. Et justement, je me suis dit, si, en fait, on va commencer avec ça. On n'est pas femme, on le devient. Quand penses-tu être devenue femme ? Comment s'est passée cette période de réflexion, de construction personnelle ? Je trouve que c'est une question très compliquée. Ouais. Cette phrase, elle est très courte, mais je trouve qu'il y a plein de choses dedans. Ouais. Je pense qu'effectivement, on n'est pas femme parce que le mot femme, ça fait référence au genre. Le genre, c'est totalement social, c'est totalement construit par notre société. Et donc je dirais quand même, je pense qu'en fait très très jeune je suis devenue femme aux yeux de la société parce que effectivement, je vais dire des trucs qui sont évidents pour commencer peut-être, mais on t'apprend dès le début ce que c'est d'être une femme, mais on te l'apprend de manière implicite évidemment. Selon les codes de la société. Selon les codes de la société, c'est ça. Et en fait, tu grandis avec des convictions. En fait, c'est des convictions qui sont profondément ancrées. Jusqu'au moment où, j'espère à toute femme d'un moment donné avoir du recul et se rendre compte en fait de ce qu'on a ingéré comme représentation qui paraissent évidentes mais qui sont pas forcément justifiées, ou en tout cas, on peut se poser la question justifiée par quoi. Et aujourd'hui et depuis quelques années, moi c'est un gros travail d'essayer de déconstruire tout ça. Et d'essayer en fait d'aller un peu contre tout ce qu'on m'a imposé de manière implicite. Et c'est un travail compliqué en fait. J'ai envie de dire plein de choses, donc c'est très diffus dans ma tête, mais déjà je pense que la première étape de cette construction, de cette réflexion que j'ai eue, c'était conscientiser. Conscientiser beaucoup et parler entre femmes. Parler entre femmes
dans un premier temps, parce que j'allais en venir, parce que quand on dit ça, attention, parler entre femmes, mais alors les hommes, on parle pas avec eux, non. Bien sûr, mais d'abord parler entre femmes, parce qu'en fait, justement, quand je parle de ma période d'adolescente, il y a eu cette période où, en fait, dans l'adolescence, en fait, je trouve que c'est une période horrible en termes de relations, relations humaines, parce qu'en fait, de manière générale, moi, j'observe que c'est là où se jouent le plus ces histoires, les histoires entre femmes, ce truc de compétition, ce truc en fait, en tout cas, je parle à titre personnel, j'ai eu l'impression que j'ai beaucoup vécu à travers le regard des hommes, mais sans m'en rendre compte, en fait, et qu'avec le recul, énormément de mes actes étaient posés dans le but implicite, complètement inconscient, mais de coller à ce que les hommes, de manière générale, pouvaient attendre de moi, en tant que ce qui est désirable, ce qui n'est pas désirable. Et en fait, ça fausse complètement toutes les relations. Ça fausse les relations entre femmes, ça fausse les relations entre femmes et hommes, etc. Parce qu'en fait, ça reproduit un truc où, en fait, tu donnes tout ce que tu veux aux hommes, tu vois. Mais t'es pas honnête avec toi-même. Oui, c'est ça. Et t'es pas honnête avec toi-même, exactement. Et aussi, ça fausse complètement la relation à soi-même, c'est ce que tu viens de dire. Et donc là, parler entre femmes et ensuite parler entre humains, de manière générale. Mais je pense que pour pouvoir en parler tous ensemble, entre guillemets, il faut avoir déjà eu cette réflexion qui est déjà super compliquée en fait et qui n'est jamais terminée aussi. Mais, voilà. Ça me fait penser à un extrait du coup que j'ai vu dans un film. Enfin, c'était Le Remplaçant du coup avec Joey Starr. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que donc Joey Starr est un professeur remplaçant dans une école. Et en fait, il y a une meuf dans le film qui est jugée par tous les autres parce qu'elle a envoyé des photos d'elle un peu dénudées à un garçon qui les a publiées. Et donc, il y a tout le monde qui la juge. Et en fait, à un moment dans le film, Joey Starr entend qu'il y a quelqu'un avant le cours qui la traite de mots que je ne vais pas répéter ici. Et donc, il fait lire cet extrait en classe, qui est en fait un extrait d'un livre de Virginie Despentes, et qui est hyper intéressant. Il est un peu long, mais je crois d'ailleurs que je vais même te le laisser le lire plutôt. Okay, et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc. Ok. Alors, parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche, traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme. Cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée, nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. C'est fort. C'est fort, c'est cash, j'aime bien. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas en réalité, non. Mais je pense que il y a des femmes qui pensent qu'elles doivent ressembler à ça. Et donc en fait, qui pensent. En fait, j'ai toujours peur de dire des trucs trop. De nouveau, c'est tellement implicite, mais de nouveau, on nous envoie tellement. C'est ce que ça raconte, quoi. On nous envoie tellement de signaux qui nous disent qu'on devrait être tout ça, qu'on devrait. Et alors, toujours rester dans la bonne limite, tu vois. C'est ce qu'il dit. Donc, mince, il faut qu'on soit mince. Mais alors, par contre, trop. Les femmes, du coup, qui développent des TCA et qui après ont des problèmes avec la nourriture. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, c'est compliqué. Et alors aussi, ça tombe plus sur les femmes parce que les femmes ont plus de déséquilibre psychologique. Alors tout de suite, ça passe là-dedans, tu vois. Alors qu'en fait, toutes ces choses qui nous sont imposées implicitement, je vais toujours sur le mot implicitement parce que je trouve ça important. C'est compliqué en fait. Et je pense que se libérer de tout ça, c'est un vrai travail, mais en fait, c'est se donner une possibilité d'être heureuse, déjà. Ouais. Et moi, j'invite toutes les meufs à vraiment, aller chercher ce qui... Ouais, de nouveau, aller chercher ce qu'il y a dans vos tripes, et en fait, ce sera juste, et ce sera juste pour vous. Et quand ce sera juste pour vous, en fait, il y a un truc où tu te rends compte que tout le reste, tout ce que tu peux dégager comme image, ça n'a pas de sens. Et ça vaut pour tout le monde, hein. Évidemment, ça vaut pour tout le monde. Et d'ailleurs,
j'aime beaucoup insister aussi sur le fait que, de manière générale, tout ce système patriarcal, il pèse sur les femmes, mais il pèse aussi sur les hommes et aussi sur toutes les représentations qu'on attend des hommes, et aussi des violences qui sont d'un autre côté, qui pèsent aussi sur les hommes. C'est à double direction. On sait que de manière générale, ça oppresse plus les femmes parce qu'il y a ce truc d'attente qui sont très très fortes, ce truc d'attente donc, qui est très fort, mais il y a des grosses attentes qui pèsent sur les hommes, et c'est pour ça que j'aime bien insister sur l'importance de parler aussi avec les hommes et de prendre le temps, et aussi un gros travail de conscientisation pour les hommes aussi, en quoi est-ce que ce serait intéressant pour eux aussi de comprendre qu'il y a un truc qui pèse et sur tout le monde. Et ça, je trouve ça très compliqué, et je crois que le gros travail aujourd'hui, il est là-dessus. C'est en fait plus parler tous ensemble et comprendre en quoi on est ensemble là-dedans, dans cette merde en fait. On est ensemble. Toi déjà, ça a été quand le déclic, c'est quand que tu te rends vraiment compte de tout ça, parce que on a parlé de l'adolescence, mais est-ce que ça arrive pile à l'adolescence ou juste un peu après en rentrant à l'UNIF? Et ensuite, c'est quoi être féministe pour toi? Ta définition, je te demande pas une vérité globale, mais la manière dont toi tu le vois et tu l'entends. Parce qu'une définition globale, je pense que c'est pas simple. C'est jamais simple de définir quelque chose. Oui, non. Je saurais pas faire une définition simple et concise, etc. Mais je dirais que pour moi, être féministe, c'est reconnaître dans un premier temps ce qui se passe, ce qui pèse sur tout un chacun, et ce qui pèse en particulier sur les femmes, toutes les violences qu'on connaît, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient imposées par la société, systémiques. Mais c'est donc dans un premier temps reconnaître ça, et puis c'est combattre. Mais c'est combattre avec tolérance. Moi, je vis un féminisme avec beaucoup de tolérance, parce que je pense que sans tolérance, en fait, moi-même, je suis encore mitigée, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire aucun combat ne peut être mené sans tolérance. Je suis mitigée parce que je pense aussi que dans les combats, en fait, rentrer dans l'art et y mettre un peu de... T'es encore en plein processus de réflexion. Ouais, c'est ça. Oui, et je pense que chacun vit aussi ses convictions dans un processus de construction, donc évidemment, voilà. Ouais. Mais c'est combattre et c'est parler. C'est parler beaucoup, c'est partager. Et le féminisme, ça se vit pas seul. Pour moi, c'est de la discussion. C'est conscientiser, combattre, parler, dénoncer. Et ça, dénoncer, je crois que c'est là où, en fait, pour moi, là, il n'y a pas de tolérance, dénoncer. Dénoncer, parce que si tu vis une violence, si tu vis une oppression, il faut dénoncer, et là, en fait, il n'y a pas à remettre en question, il n'y a pas à se dire... peut-être que oui, ou voilà, alors c'est ça. Dénoncer, c'est là où je dirais, par contre, tolérance zéro. C'est ça. Voilà. Et tu me disais... Oui, tu me déclic. Parlais... C'est ça, le déclic. Le déclic, je l'ai eu à la sortie, plus ou moins, à la sortie des secondaires. Où j'ai eu une période un peu compliquée, mais justement parce que je pense que je me suis beaucoup cherchée. À savoir aussi que j'ai terminé mes secondaires en étant dans une relation, et puis ça s'est terminé, et ensuite moi j'étais dans un gros processus de construction, et ensuite j'ai rencontré des amis qui aujourd'hui sont mes amis très proches. Et justement, c'est ce que je disais, c'était en discutant, en parlant, en essayant de comprendre ensemble, que je pense que c'est vraiment à travers ça que j'ai réussi à identifier ce qui n'allait pas chez moi, dans ma manière de vivre mes relations. Et c'est là que j'ai conscientisé, en fait, que si mes relations n'avaient peut-être pas assez de sens à mes yeux, c'était parce que, en fait, je ne les vivais pas d'une manière juste, je les vivais encore dans ce processus de représenter ce qui est acceptable. Et donc ça fausse tout. Et ça, c'est en amitié, c'est dans la famille, c'est en amour, ça fausse tout. Et en fait, quand tu essayes de coller à ce truc qu'on attend de toi, mais en fait, tu te trouves pas toi-même, donc comment tu peux trouver les autres?
Et c'est là que j'ai compris, et c'est pour ça, aujourd'hui, je suis très très proche avec mes amis, et j'ai principalement des amis femmes. Et je me suis rendu compte aussi en fait, que c'est en comprenant ce qui se passe en soi-même et en essayant d'aller identifier en fait qui est-ce que je suis en tant que femme, mais en fait même pas en tant que femme, en tant que personne, qui suis-je en tant qu'humain, etc. Qu'une fois que tu as identifié ça, là tu peux vraiment rencontrer les gens, et c'est là que tu peux vraiment faire des rencontres amicales qui sont ouf en fait, parce qu'avant ça, j'avais jamais réussi à avoir une relation amicale avec des filles où je sentais un truc juste, un truc qui avait du sens. Et en fait, c'est vraiment après cette réflexion que maintenant, en fait, j'ai réussi à comprendre tout ce que des relations amicales entre femmes pouvaient vraiment apporter. Et donc vraiment ce truc de sororité, mais je trouve ça... la sororité, mais j'ai envie d'inviter toutes les meufs à se dire, mais en fait, cette compétition, mais implicite, mais déjà, il faut l'identifier, c'est ce que je dis toujours, déjà l'identifier, et ensuite... aller rencontrer vraiment les femmes, mais en fait on a tellement de choses à se dire, et même entre générations, dans la même génération, entre générations, de toutes les convictions, etc. Mais en fait se rencontrer, ne pas avoir peur et essayer de montrer qui on est vraiment, et là tu rentres dans un truc qui t'apporte tellement de belles choses, et voilà, c'était ça mon déclic. C'est beau, franchement c'est beau. Et t'en es où dans ce processus maintenant Est-ce que on se connaît jamais parfaitement, ça c'est, parfois, ça dépend en fait. Parfois ça prend du temps, parfois une période suffit à comprendre les tenants et les aboutissants qui agissent intérieurement. Mais aujourd'hui, toi, t'estimes en être où dans ce processus par rapport à ta condition de personne, d'être humain, mais également ta condition de femme? J'estime être, de toute façon on est tout le temps en construction selon moi, donc j'estime, tu vois, ici je te raconte tout ça, mais je sais que ça va encore évoluer, je sais que je cherche, on est jeune, on est très jeune, et surtout je considère que évidemment là tu vois ça sort, mes idées sortent comme ça, mais je sais que c'est pas une réalité non plus, c'est vraiment moi dans mon processus de construction, et j'estime avoir beaucoup avancé. Mais j'estime aussi que j'ai encore beaucoup à apprendre, et c'est un travail de tous les jours en fait. On ne s'arrête jamais de se construire, on ne s'arrête jamais de découvrir l'autre et de comprendre en fait, comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous, analyser. Ça me semble évident comme question. Enfin, je pense que j'ai une idée sur la réponse, mais après il n'y a pas de réponse qui peut apparaître évidente, vu qu'on a tous une manière de voir les choses, mais en tant que féministe, là maintenant, dans le long combat qui est entamé, mais qui doit être encore mené, comment formuler? Le sens de la formule aussi, il n'est pas simple. Mais je ne vais pas demander quel est ton plus gros souhait, mais penses-tu que l'accent doit être mis dans le combat aujourd'hui? On a parlé tantôt du dialogue avec les hommes. Est-ce que c'est là, à ton avis, que l'accent il doit être prononcé? Est-ce que tu sens déjà, c'est sûr qu'on n'est pas comme dans les années 50, mais est-ce que tu vois le changement réellement opéré? Oui. Je suis désolé, je t'en ai posé 3 d'un coup alors que j'avais dit. Mais c'est pas simple, c'est une discussion qui pourrait tenir sur des heures, vu que moi, à titre personnel, j'estime que j'ai aussi encore, j'ai beaucoup à apprendre. Tu sais, moi, c'est dans mon parcours, c'est peut-être il y a 4 ans que, en rencontrant une série de personnes qui m'ont sensibilisé à la question et que j'ai compris certaines choses, notamment au Parlement jeunesse. Et ouais, j'ai été confronté, on a eu une année où il y a eu donc le Parlement jeunesse, c'est une simulation parlementaire, on se met tous dans la peau de député, et en gros, on vote des projets de loi qui sont en fait des thématiques, des sujets de société. Et il y avait un projet de décret qui touchait le harcèlement sexuel dans l'espace public. Et la lourdeur du débat, tu sentais le nombre de femmes qui étaient touchées par la thématique, et tu sentais qu'il y avait un poids dans la salle, parce que
Si on fait un tour dans le parc maintenant, on va juste interroger les femmes sur leur expérience de femme. Je pense que tu en as peut-être une, grand max, qui te dira qu'elle n'a jamais eu de soucis dans l'espace public, alors que la plupart te diront que oui. Et donc il y a toute une série de choses comme ça qui sont arrivées relativement tard chez moi. Mais maintenant, je sais que chez de nombreux hommes, je pense que le processus a fait son bout de chemin, mais chez de nombreux autres hommes aussi, il y a encore un long chemin à faire. Mhm. Ouais, il y a un gros travail à faire. Et par où commencer? Concernant tout ce qui est harcèlement dans l'espace public, comme tu dis, ça c'est une réalité. Et je pense que c'est une réalité que là, je pense qu'il y a eu une avancée. Je pense que ça c'est quelque chose qui est de plus en plus dénoncé. Et je suis pas fan des réseaux sociaux, mais ça sert. D'ailleurs là dernièrement, il y a eu notamment concernant les bars, concernant les boîtes de nuit, etc. Beaucoup de comptes Instagram, de comptes, etc. qui ont été créés pour dénoncer. Et donc là, je crois qu'il y a une avancée. Et je pense que c'est un truc chez les hommes qui est quand même de plus en plus conscientisé. Je pense qu'il y en a qui résistent, qui peut-être certains qui ne veulent pas se l'avouer parce que je pense que ça fait peur aussi pour un homme. Et j'avais vu une espèce de petite bande dessinée sur... ça doit être sur Instagram que j'ai vu ça, qui s'appelait La Ligne. Et je trouvais ça super intéressant et c'était bienveillant et c'est ça que j'aimais bien. C'était la ligne et la ligne ça représentait entre guillemets la limite entre ce qui relève du sexisme, ce qui relève de reproduire des processus sexistes et ce qui relève de la bienveillance, des bons rapports, etc. Et alors la BD elle racontait comment il y avait un processus qui était souvent fait chez les hommes de déplacer cette ligne. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée, je suis quelqu'un qui croit en la bonté de chacun. Mmh. Tu vois, quand les gens ils me disent « Ah, mais lui, il a fait ça, mais dans le fond, c'est quelqu'un de bien. » Moi, je réponds toujours « On est tous dans le fond quelqu'un de bien, tu vois. » On est de la même équipe. C'est ça, exactement. Et donc ça, partons de ce postulat-là, on est tous quelqu'un de bien. Et donc en fait, nous, en tant que femmes, quand on dénonce, ou en tant qu'homme, quand on dénonce aussi, c'est pas une question de mettre un jugement de valeur sur les gens. C'est juste dénoncer et de nouveau, c'est conscientiser. Et en fait, je crois qu'il y a, en tout cas à mon sens, et je pense que j'en parle parce que c'est via mes conversations que j'ai eues ces derniers temps, notamment avec des hommes, ce truc d'aller décaler cette ligne pour les hommes parce que oui, je fais ça, enfin, souvent c'est plus mon copain a fait ça, oui, c'est vrai. Mais à côté de ça, il fait ça. Enfin, je veux dire, oui, l'autre jour, la meuf, il l'a traité de parce qu'elle a pas voulu faire un truc avec lui. Mais à côté de ça, enfin, je veux dire, à la maison, il fait le ménage, il aime sa femme, il est super gentil. Et puis quand elle revient, enfin, tu vois, il prend bien soin d'elle aussi. Enfin, tu vois. Et il y a ce truc d'aller déplacer la ligne, parce qu'en fait, je pense qu'en tant qu'homme, ça fait peur. Et il y a beaucoup je crois que je vais dire une banalité, mais il y a ce truc de se sentir agressé. Et je peux le comprendre, je le comprends à 100%. Mais je crois qu'il y a un gros travail de savoir de nouveau reconnaître chez soi. Parce que reconnaître chez soi, mais aussi pour les femmes, parce que moi je pense que le travail de comprendre qu'en fait, oui, on a des actions qui sont nulles en fait, parce qu'on a l'impression de devoir répondre à des codes, etc. C'est aussi un travail qui est dur pour une femme de se dire en fait, mais attends, là je suis en train de faire ça, mais en fait c'est ridicule. Et moi, c'est un truc que j'ai trouvé très compliqué parce qu'en revenant sur comment j'étais avant, en fait, c'est se rendre vulnérable, c'est se dire à soi ok, mais t'es ridicule en fait. Ouais, c'est un peu se dire ça en fait. Et du coup, pour moi, c'est la même chose dans l'autre sens. En tant qu'homme, c'est aussi juste savoir prendre du recul sur soi-même et voir ah ouais, à ce moment-là, j'ai merdé, le reconnaître et ensuite. De nouveau, c'est pour ça, moi je trouve ça hyper important de discuter et ce serait incroyable que tu vois que n'importe qui, peu importe le genre, peu importe les croyances, puisse juste, on peut se poser et discuter et essayer juste d'aller identifier ces trucs. Tu vois, parler d'une situation, ok, mais pourquoi à ce moment-là, pourquoi tu as agi comme ça? Et en fait, c'est hyper psychologique, mais
Mais je trouve ça tellement important, en fait, réfléchir, avoir du recul sur soi pour pouvoir, et une fois que tu as fait ça, alors oui, tu es capable d'admettre, tu es capable de dire, c'est comme dans les relations, tu vois, être capable de dire, voilà, ouais, ça, bah ouais, en fait, tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison que là, ou alors, même si on ne comprend pas, accepter que les autres puissent se sentir mal vis-à-vis de ce qu'on a pu poser comme action, et juste déjà le reconnaître, tu vois. Et ça, c'est un gros boulot, je le vois, et je comprends la difficulté, mais c'est un gros boulot de... C'est un gros boulot parce que tu vas aller dire à une série de personnes qui ont grandi avec l'idée que les choses étaient comme ci, comme ça, et qui, entre guillemets, étaient dans la position du dominant, qu'en fait, c'est pas comme ça que c'est censé se passer, qu'en fait, il faut repartager les parts du gâteau. Et donc, à mon avis, il y a une série d'hommes pour qui juste ça, c'est difficile. Et je pense déjà de base, c'est l'un des gros vices humains, juste quand tu as une part du gâteau et que tu t'es habitué à ça, et qu'en plus tu avais tous les intérêts à avoir cette grosse part du gâteau, repartager, c'est tout de suite plus difficile. Mais ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Après moi, assez humblement, je pense que j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre sur la thématique. Moi aussi. C'est aussi pour la raison pour laquelle je t'écoute pas mal, parce que je pense que c'est important de pouvoir entendre, mais surtout d'écouter, plus que ça. Parce qu'entendre, je crois qu'on sait tous le faire, mais écouter, c'est encore c'est le combat, comme tu dis. Ouais, à fond. Je vais te poser deux questions, deux dernières questions que je pose tout le temps dans les interviews humains. La première, c'est un être humain pour toi, c'est... Un être humain, pour moi, c'est un être vivant. Un être humain. Ou plutôt, être humain, c'est... Être humain, c'est... j'ai envie de dire un truc un peu poétique. Être humain, c'est vivre. C'est vivre pleinement. C'est grandir. Grandir en relation, j'ai envie de dire. En relation et être à la rencontre des autres, et je reviens, je radote, mais sur cette notion de partage. C'est partager et relationner et s'apporter les uns les autres, et avec bienveillance, j'ai envie de dire. Toujours. Toujours. Et ma dernière question, si tu dois écrire une lettre actuellement, pleine de recommandations et de conseils, tu dois la jeter à la mer à destination de Perrine dans 10 ans. T'écris quoi dans cette lettre? Tu lui dis quoi? Je lui dirais que je suis d'avance fière de ce que je serai devenue dans 10 ans. Que quoi qu'il arrive, mes choix, je les fais avec le cœur, avec les tripes, et que peu importe ce qui se passera, j'ai confiance en moi et dans le fait que j'arriverai à un truc qui aura du sens, et que la route va être belle, quoi. Amen, c'est tout ce qu'on te souhaite.